Alors, bonjour Valentin Amoudi, pardon, je cherchais votre nom, c'est dingue, parce que j'ai surtout lu votre livre, et donc vous avez écrit un livre qui est vraiment passionnant parce qu'en plus il est fondé, il y a d'ailleurs, je le conseille pour les auditeurs, pour les téléspectateurs et auditeurs, il y a une bibliographie à la fin qui est absolument remarquable, c'est presque une thèse, hein. Euh, Mhm. c'est Bonjour, merci. incroyable. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir des plantes. Alors, pourquoi le pouvoir des plantes? Parce que l'homme a pris le pouvoir, l'Homo sapiens, comme vous dites, a pris le pouvoir, paradoxalement, sur les plantes, et avec un mauvais retour, ou est-ce qu'il essaye d'imposer aux plantes son propre modèle, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pouvoir des plantes? Le pouvoir des plantes, ça correspond plus au fait que on considère souvent les plantes comme des êtres vivants inertes, et c'est pas du tout le cas. Et donc, le pouvoir des plantes réfère plus au fait qu'elles soient capables d'énormément de choses, plus qu'on ne le pense en général. D'accord. Alors, rappelons que vous êtes biologiste, hein, vous êtes chercheur, vous avez été chercheur et vous êtes en biologie moléculaire. Et donc, il y a une chose qui m'a surpris dans votre livre, parce que souvent, quand on est en forêt, on n'a pas d'Internet. C'est vrai que les communications passent mal quelquefois en forêt, et vous nous dites que c'est complètement faux, parce qu'en fait, la forêt a inventé un intranet bien avant que l'armée américaine le fasse, hein. Oui, effectivement. Alors, il y a Internet et il y a même un intranet. J'en parlais un petit peu dans le livre. Donc, en fait, les arbres sont ancrés au sol par des racines. Et dans le sol, particulièrement dans les forêts, on trouve des champignons. Et certains de ces champignons créent des symbioses, donc des relations donnant-donnant avec les arbres en venant entourer la racine, en fait. Et donc, en fait, il y a des échanges de molécules qui se passent entre le champignon et les arbres, ou les plantes en général. Et en fait, le champignon va se développer, après avoir créé une symbiose avec une plante, il peut se développer dans le sol et il va rencontrer un second arbre, et avec lequel il peut créer une seconde symbiose, etc., etc. Et en fait, il va se créer un grand réseau de champignons qui va connecter les arbres entre eux. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des molécules qui transitaient en passant par le champignon entre les différentes plantes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'Internet végétal. Et vous avez évoqué l'intranet. On a trouvé également que certains arbres se connectaient directement par les racines, donc des racines qui fusionnent, et donc sans passer par un champignon. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un intranet. Mais alors, on m'a dit par ailleurs que, par exemple, les chênes ne se rejoignent jamais, c'est-à-dire que les feuilles de chêne ne se touchent jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils auraient des Mhm. sentiments, les arbres et les plantes? Ou Alors, des un sentiment, c'est ressentiments? un grand Des nom. En fait, ressentiments? pardon? Ou des ressentiments? Non, en fait, ce phénomène s'appelle la timidité des arbres. On le retrouve souvent dans les forêts tropicales où les arbres ne se touchent pas. C'est assez joli, on peut voir vraiment des contours, le contour de la cime. Ça crée des mosaïques. Et donc, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Il y a une hypothèse qui est quand même un peu plus solide que les autres. Ça serait dû à la réflexion d'infrarouge. Donc, en fait, les feuilles, quand elles reçoivent la lumière solaire, elles absorbent le rouge et reflètent l'infrarouge. Et en fonction de ces ratios rouge-infrarouge, les plantes peuvent savoir si elles sont entourées ou non. Et donc, d'un point de vue évolutif, on peut comprendre que les plantes ont tout intérêt à ne pas se recouvrir pour pas être en compétition pour la lumière. Donc, on suppose que en analysant ces ratios rouge-infrarouge, les plantes arrivent à ne pas se chevaucher. Alors, vous dites que les plantes ne sont pas agressives, mais elles savent se défendre. Elles savent se défendre Mhm. parce qu'elles sont des êtres vivants et qu'elles sont donc soumises à la loi aussi des animaux, hein, par exemple. Et ce qui m'a surpris, ce que j'ignorais totalement, c'est que vous avez dit, par exemple, que 10 feuilles de rhododendron, ça tuait un cheval. Ouais, 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 ouais. Il y C'est a certaines, incroyable, ça. Donc, en fait, les plantes ont des systèmes de défense assez sophistiqués, bien plus qu'on peut ne le penser. Quand on voit une plante, on peut penser qu'elle est chétive, assez naïve et un petit peu à la portée de n'importe quel prédateur. Mais il y a toute une panoplie, toute une batterie de défenses qui ont été mises au point par les plantes.
certaines sont partagées par des grandes familles, certaines sont vraiment spécifiques pour les espèces. Et effectivement, l'une d'entre elles consiste à produire des poisons comme le rhodonadrome que vous venez d'expliquer, pour que si un prédateur, en l'occurrence un ruminant, une chèvre ou un cheval, viennent se nourrir de ces feuilles, certaines de ces plantes produisent des poisons très toxiques qui peuvent aller jusqu'à tuer l'animal. En général, ça c'est un cas un petit peu extrême. En général, c'est plutôt des molécules comme des tanins qui vont venir dégoûter l'animal, qui va, au bout de quelques feuilles, vite comprendre que son menu, son repas ne sera pas vraiment plaisant et qui va juste aller voir ailleurs. Alors, il y a même aussi des défenses physiques, parce que vous dites qu'il y en a certaines qui développent des poils, qui développent des choses qui font que quand on les ingère, bah, ça passe pas, quoi. Ouais, exactement. Donc il y a des structures qu'on peut voir à l'œil nu, des épines oui, des épines qui empêchent en fait les ruminants de venir brouter. Et il y a des structures qui sont microscopiques, ça s'appelle des rhafides. Donc c'est des petits pics euh, qui sont oui, microscopiques, contenus dans des cellules. Je pense au kiwi ou au fuchsia par exemple, et qui vont venir en fait créer des lésions dans la trachée et le tube digestif de l'animal. Et en général, la production de graphite est corrélée avec la production soit de poisons ou de molécules toxiques, qui va donc en fait les lésions créées par ces raphides, ça va amplifier le phénomène d'absorption du poison pour les animaux. Oui, alors, ça se complique, parce que vous dites ce sont des êtres vivants, les plantes, elles ont même des mémoires. Alors, je connaissais ça sur l'ordinateur, on connaît ça chez l'homme, évidemment, mais elles ont des mémoires, et vous dites c'est le calcium qui gère tout ça. Alors, comment ça se passe? Parce que l'histoire, par exemple, des plantes carnivores, c'est assez étonnant là-dessus. Ouais, alors il y a beaucoup de choses à discuter ici. Souvent, on fait un petit peu le raccourci. Ok, les plantes n'ont pas de cerveau, pas de cerveau, pas de mémoire. Mais il y a différents types de mémoire, et notamment au niveau cellulaire en fait. Le calcium joue un grand rôle dans ce mécanisme de mémoire, mais pas seulement. On a une mémoire au niveau des protéines et aussi de l'ARN ou de l'ADN. Donc, sans entrer trop dans les détails qui sont un petit peu techniques, en fait, le calcium, ça fonctionne un petit peu comme un minuteur. Donc, en fait, le calcium peut se libérer dans des cellules et quand il dépasse un certain pic, il va avoir une certaine réaction chimique qui va se déclencher. Et donc, il y a certains mécanismes où il y aura une certaine concentration de calcium qui va être libérée dans une cellule et qui ne va pas atteindre ce seuil. Et il faudra un deuxième stimulus, pardon, pour que le calcium atteigne ce seuil. Mais entre le premier et le deuxième stimulus, pardon, la concentration de calcium va progressivement diminuer. Donc, si l'espace entre le premier et le deuxième pic de calcium est assez court, le pic de calcium va dépasser le seuil. Et donc, c'est ce phénomène de mémoire entre les deux pics qui entre en compte. C'est ce qu'on Euh, dit sur les plantes carnivores. Si c'est une fausse alerte, il y aura juste un pic de calcium. S'il y en a deux, bah, la deuxième alerte, elle est considérée comme étant. Mais alors, oui, ce qui est étonnant, c'est que vous parlez aussi de l'ADN, effectivement, des acides nucléiques. Et c'est là où, en tant que médecin, j'ai eu un peu envie de faire le rapprochement avec l'épigénétique au niveau humain. On a l'impression que nos histoires anciennes, on les garde, et vous dites, bah, les plantes, elles gardent aussi leurs histoires anciennes. ouais, effectivement. Donc, l'épigénétisme, en fait, donc c'est tout ce qui concerne l'ADN. Ça rentre en compte aussi pour les plantes. On s'est rendu compte que des plantes qui étaient traitées au froid, eh bien, elles allaient transmettre à leur progéniture cette rencontre ou ce choc de froid. Donc, des plantes qui sont traitées au froid, en général, vont pouvoir surmonter un second choc de froid ultérieurement et elles transmettent ceci à leur progéniture. Et donc, il y a un parallèle qui peut être fait. Il est vrai que l'épigénétisme est souvent évoqué quand on évoque la transmission de traumatisme chez l'humain. D'accord. Mais alors, ça va plus loin parce qu'il y a des plantes de froid comme la rhodiole, par exemple, qui a lutté contre le froid, ou la maca, qui sont des plantes qui doivent lutter pour vivre. Et quand on les prend médicalement, eh ben, on a l'impression que ça nous fait du bien aussi. C'est-à-dire que non seulement elles ont gardé ça en mémoire, mais elles ont une capacité à transmettre en quelque sorte.
Oh, alors ça, je ne sais pas. Si jamais on parle d'épigénétisme, je suis pas sûr que ça marche dans ce cas-là, puisque ça concerne vraiment les cellules de l'organisme en question. Ouais, ça, je ne sais pas du tout. Oui, parce que la rhodiole, c'était la plante stimulante des Vikings. Mhm. Ils l'utilisaient comme fortifiant, comme tonifiant, y compris sexuel d'ailleurs. Alors, vous faites de la recherche en biotechnologie. Est-ce que vous auriez un exemple justement de biomimétisme? Parce qu'on le dit pour les animaux, on se sert des dauphins, enfin, ou du moins, on essaye de copier les dauphins, on copie les requins, la peau du requin, on copie les ailes du papillon. Est-ce qu'on copie, je sais pas, les feuilles du fuchsia? Ouais, alors le biomimétisme, pardon, c'est vraiment un domaine que je trouve passionnant personnellement. La plupart des exemples effectivement, vient du domaine, par exemple, rayure de zèbre en camouflage dans le domaine militaire. Mais il y a aussi plein d'exemples dans le domaine végétal. L'exemple le plus connu, c'est le velcro, le scratch. Donc en fait, c'était un ingénieur suisse qui observait, vous savez, ces petites boules qui s'accrochent aux vêtements, aux chaussettes quand on marche en forêt. Et donc il a observé au microscope qu'est-ce qui faisait que ces petites boules s'accrochaient au tissu. Et en fait, ces petites boules, elles étaient munies d'un crochet qui venait s'agripper dans les fibres du tissu. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'inventer le scratch, qui est inspiré donc de tissus, enfin de ces plantes qui s'attachent au tissu. En autre exemple que j'ai en tête, le lotus. Donc, en fait, le lotus est les feuilles de lotus sont recouvertes de poils qui sont hydrophobes, donc qui repoussent l'eau et qui absorbent plutôt les matières grasses, les matières lipides. Et donc, je sais que donc la technologie n'est pas au point, mais il y a des recherches qui sont en train d'être effectuées pour mettre au point un système pour enlever le mazout des plages lorsqu'il y a des marées noires. Euh, et puis, l'autre exemple que j'ai en tête, alors je me rappelle plus du nom, mais c'est le fruit des érables. Donc, ces petites graines en forme d'hélicoptère qui tombent en rotation sur elles-mêmes. Et donc, on a observé que l'air, ou le vent en tout cas, passait via ces fruits d'une façon particulière pour que, en tout cas, les graines arrivaient à tomber sans être trop déstabilisées. Et on s'est inspiré en fait de l'aile ou de la forme de cette petite aile pour designer de façon plus effective les pales d'éoliennes. Donc ça, c'est des exemples de biomimétisme végétal. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie. Je rappelle votre livre, donc Valentin Hamoudi, Le pouvoir des Merci. plantes, qui a paru aux éditions Humaine Science. Et franchement, ça se lit pas comme un roman parce que c'est quand même très scientifique, mais ça se lit bien, facilement, et avec beaucoup d'éléments et beaucoup de données biographiques, bibliographiques, pardon. Ce qui fait que c'est très intéressant et vraiment, quand on s'intéresse au sujet, ce qui est notre cas, et pour les téléspectateurs et les auditeurs, eh bien, écoutez, on peut que vous conseiller cette lecture. Merci beaucoup, Valentin. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, bah, c'est bon, j'ai désactivé, c'est parfait. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, je ne vous ai pas trop dérangé, ça va? Vous allez Merci pouvoir. à vous. Non, non, pas du tout. Est-ce que vous pourrez me tenir au courant quand Ah ce oui, sera oui. diffusé ou m'envoyer des liens ou, Et puis, je vous dis, il est free libre, il est libre d'accès, il n'y a aucun problème, vous pourrez le recevoir. Ok, Aucun problème. Merci super. beaucoup. Merci Allez, à vous. bonne Passez une journée, bonne bon journée. courage, au revoir. Au revoir.